Pour illustrer ce que nous avons dit dans la vidéo précédente sur l'opéra italien à la fin du baroque, je vous propose de nous pencher d'un peu plus près sur l'opéra que j'ai justement cité dans cette vidéo précédente, Agrippina de Georg Friedrich Händel, ou si vous préférez, George Friedrich Händel. Comme d'habitude, vous le trouvez avec un certain nombre de liens utiles sur le site de la bibliothèque. Comme je ne peux pas inclure de musique, d'extraits musicaux à l'intérieur d'une vidéo YouTube pour des questions de droit d'auteur, je vous inviterai à aller par vous-même consulter cette scène et l'écouter à la fin de cette vidéo pour voir tout ce que je suis en train de raconter et tout ce que je vais vous raconter à propos de cette scène à partir de la partition. Bien sûr, les écoutes restent l'élément le plus important du cours. Donc, vous êtes plus que vivement invité à aller écouter cette scène, voir l'opéra entier, une fois que j'aurai terminé de parler, ou même maintenant, si le cœur vous en dit. Comme vous le voyez ici, l'enregistrement que j'ai choisi est sur Naxos. Il est donc cadenassé. Vous ne pouvez y accéder que via le VPN de l'HEMU. Mais bon, vous savez désormais tous comment faire pour accéder au VPN de l'HEMU sur l'onglet VPN de la bibliothèque, si vous ne l'avez pas encore installé sur votre ordinateur. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez trouver une version alternative sur un autre site gratuit. Mais je trouve que celle-ci n'est pas mal du tout. Par contre, nous allons nous servir du livret. Et la scène qui m'intéresse, je vais prendre le libretto en anglais, mais vous pouvez le prendre dans la version originale en italien si vous préférez, ou en allemand. La scène qui m'intéresse se trouve à l'acte 2, à la fin de la troisième scène. Alors, là on est à l'acte 2, troisième scène. Voilà, on a un chœur, chorus. Et je vais prendre aussi la partition de Agrippine. Ça se trouve à la page 77. Voilà, récitatif, puis chœur. Alors, en résumé, l'histoire de Agrippina, c'est assez complexe. Il faut tout d'abord noter que Agrippina est un opéra que Handel a monté à Venise en 1709, à l'époque où il était encore en Italie, avant de se rendre d'abord à Hanovre, puis en Angleterre. C'est un de ces opéras qui ont assis le succès de Handel en Italie, qui a vraiment fait un triomphe en Italie par un certain nombre d'œuvres religieuses et profanes, comme cet opéra justement, et qui ont fait qu'on en a parlé comme du Carlo Sassone, le cher allemand, le cher saxon, l'un des plus importants compositeurs d'opéra italien, alors qu'il n'était pas italien et qui venait de débarquer même en Italie. C'est un de ces opéras qui a imposé le génie et la notoriété de Handel en Italie. Il faut noter que c'est un opéra qui a été monté à Venise. Or, Venise, c'est une ville républicaine. C'est une république. Ce n'est pas une ville qui est dirigée par une monarchie. Ce qui veut dire qu'on peut se permettre à Venise de critiquer les monarchies et les aristocraties, ce qu'on ne peut pas faire dans les autres villes d'opéra. Et donc, l'histoire d'Agrippine le reflète assez bien. C'est une série d'intrigues épouvantables dans une cour, on est de nouveau dans l'Empire romain, un peu avant l'histoire de Néron et Popée dans le couronnement de Popée de Monteverdi, mais vous retrouvez à peu près les mêmes personnages, avec justement Néron et Popée, vous avez l'empereur Claude, le prédécesseur de Néron, Agrippine, et ainsi de suite. Et tout le monde intrigue, se trahit, complote les uns contre les autres, se réconcilie, c'est un véritable roman feuilleton, qui, disons, offre une vision plutôt négative, plutôt trouble de l'aristocratie. Donc c'est pour cette raison qu'il faut se souvenir qu'on est à Venise. Je ne veux pas sur tous les détails des intrigues amoureuses et politiques qui se déroulent. On se trouve à un moment où l'empereur Claude, l'empereur romain, Claudius, rentre de campagne militaire. On pensait qu'il était mort. En fait, un de ses plus fidèles lieutenants, Othon, l'a sauvé, lui a sauvé la vie. Et donc, il revient triomphant sur son chariot à Rome et il annonce qu'il a conquis un nouveau royaume, la Bretagne, qu'il a ajouté à l'Empire romain. Et tout le monde l'accueille de façon triomphale, comme vous le voyez ici dans le texte en anglais. Bien sûr, je répète, le texte original est en italien. Je vous ai simplement ici donné la traduction en pensant que c'était plus simple pour la majorité d'entre vous. Donc, longue vie à Claude. Ce chœur, remarquez que ce n'est pas vraiment un chœur, c'est-à-dire ce n'est pas comme dans une tragédie lyrique française ou à la limite même dans un opéra italien des débuts, un chœur qui représente une population, une entité collective, c'est simplement l'ensemble des solistes qui se regroupent et qui chantent un chœur. Les chœurs deviennent même de moins en moins nombreux dans les opéras à cette époque-là, c'est plutôt un trait archaïque ou, si vous préférez, un trait français. De façon assez intéressante, ce chœur, qui est un chœur triomphal pour le retour de l'empereur, est accompagné par les trompettes et les timbales. Dans un ré majeur, c'est la tonalité habituelle des cuivres à l'époque baroque. Dans un ré majeur triomphal et ultra clair, cette pièce a quelque chose de vaguement français, comme souvent quand on veut donner un peu de solennité à une musique, soit instrumentale, soit vocale, à la fin du baroque. Bon, donc je vous proposerai d'écouter
ce chœur pour commencer l'extrait. Après le chœur, vous avez un petit récitatif de Claude qui annonce sur son chariot qu'il apporte un nouveau royaume à Rome. Après quoi, il chante un air. Un air qui, encore une fois, comme d'habitude, est arrêté sur un sentiment. Là, c'est le sentiment de fierté et de triomphe, de vaillance de l'empereur romain qui a continué à soumettre le monde à la loi bienveillante de Rome. Dans la musique, ça donne un récitatif qui fait avancer l'action et un air. Un air qui n'a pas l'air comme ça très virtuose, mais regardez un peu ce que Handel demande à sa basse de chanter. En l'espace de 2 mesures, vous avez 2 octaves de parcouru, niveau tessiture. Et après, on va encore plus haut. Ensuite, ça devient relativement virtuose quand même, surtout pour une voix de basse. C'est un air da capo, bien entendu. Vous avez ici la fin, deuxième partie, qui passe par la tonalité relative, c'est un air en ré mineur. On passe par la tonalité relative, on finit à la dominante, et da capo, on revient au début. Le soliste donc peut orner. Et rendez-vous à la fin, ici. Voilà, vous avez eu en quelques minutes de musique un exemple de chœur un peu à la française, ce qui est relativement rare, je le répète, dans les opéras à cette époque, un récitatif et un air du même personnage. Et ensuite, c'est parti pour une série de récitatifs où tout le monde accueille Claude en disant « Je suis très heureux de te revoir ». Tout le monde y passe, Agrippine, Poppée, Néron et les serviteurs, jusqu'à ce que ce soit le tour d'Othon. Othon, je répète, ça sera le personnage principal de cette scène, donc retenez bien ce que je vais dire. Othon, c'est celui qui a sauvé la vie de Claude. C'est le seul personnage à peu près honnête, à peu près positif de toute cette histoire. Le seul innocent, si vous voulez, dans toute cette histoire. Or, Agrippine s'est débrouillée pour faire croire à Claude que Othon l'avait trahi. Et Claude, qui n'est pas très très malin, croit Agrippine. Et donc, Claude rejette l'accueil de Othon. Othon l'accueille et lui demande sa récompense, il s'agit de la main de Poppée en fait. Et Claude le renvoie en disant que c'est un traître. Tout le monde est ébahi à part Agrippine, qui est très contente parce que son complot a réussi. Et Othon tombe des nues, il ne comprend pas ce qui lui arrive, il vient de sauver la vie de l'empereur, il est loyal, encore une fois, et soudain le ciel lui tombe dessus. Claude le condamne à mort, mais en partant, il dit à part, en fait, il dit au public, mais comme il m'a sauvé la vie, je vais quand même lui laisser la vie sauve. Mais ça, Othon ne l'entend pas. Et le pauvre Othon va se tourner vers tous les gens qui sont restés là, toute la cour, en disant, mais venez à mon aide, j'ai rien fait, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui m'arrive? Et tout le monde, comme vous le voyez, le rejette, alors que 3 minutes avant, tout allait bien pour lui, tout le monde le rejette en disant, tu es un personnage épouvantable, les ennemis de César sont mes ennemis, et ainsi de suite. Même Poppée, que Othon aime, qu'il aime par-dessus tout, le rejette aussi, comme vous voyez, hein, Othon lui dit « Et toi, Poppée, ma bien-aimée, peux-tu me venir en aide ?» Et Poppée lui dit « Ce n'est pas moi ta bien-aimée, c'est le trône que tu aimes. » Néron le rejette aussi, et puis même les serviteurs finissent par l'envoyer sur les ronces. Ensuite, une fois que tous les serviteurs sont partis, après leur petit bout de récitatif, Othon reste tout seul sur scène. Et évidemment, il est complètement désespéré. Il a encore un récitatif. C'est l'occasion rêvée laissée par le librettiste au compositeur d'écrire un récitatif accompagné. On est dans une situation dramatique forte, un moment où un personnage, après avoir fait avancer l'action par des récitatifs dialogués relativement standards, peut s'exprimer de façon assez désordonnée, assez forte, les tourments qu'il a en lui. César ingrat, ami sans foi, non fiable, ciel injuste, mais encore plus injuste que le ciel que les amis avec César, Poppée est injuste. Moi, un traître, moi, un monstre de déloyauté, quel sort cruel est-ce possible? Est-ce qu'un destin, un sort pourrait être pire que le mien? Et il prend l'univers à témoin, en fait, bien sûr, puisqu'il est en train de chanter sur une scène, il prend le public à témoin. Qui peut l'entendre? Vous qui m'entendez, et vous qui éventuellement entendez ma complainte, compatissez avec moi, compatissez à ma douleur. Je perds un trône, mais ça, je m'en fiche. Par contre, je perds Poppée, et ça fait mal. C'est ma bien-aimée que j'aimerais pouvoir garder, et tout s'est dérobé sous mes pieds. Et ça, c'est un air. Bien sûr, ça sera un air da capo. Vous allez avoir ça en A, ça en B, et vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution dramatique entre A et B. On est sur le désespoir poignant de ce personnage. Et ensuite, on reprend la partie A.
voyez que toute la structure est prévue déjà à l'intérieur du livret. C'est pour ça que je trouve intéressant de regarder le texte. Cependant, maintenant la partition. Donc, après l'ère de Claude, dont je parlais tout à l'heure, tous les personnages accueillent Claude. Vous voyez que c'est un récitatif très très serré. Le texte est balancé assez rapidement grâce à ce mode d'écriture du récitatif. Lorsque Claude dit à Othon « tu es un traître », tout le monde chante dans un tout petit chœur, comme vous voyez. Qu'est-ce que j'entends? Est-ce possible? À part Agrippine, qui dit « tout va bien ». Othon fait des septièmes diminués pour dire qu'il est désespéré. César, Claude s'en va, l'empereur s'en va. Othon se tourne vers Agrippine et ça fait un petit air. Agrippine lui répond « Non, n'attends rien de moi, toi, être sans foi, cœur traître, etc. » Et ça donne un tout petit air da capo, comme vous voyez, assez virtuose quand même, la voix toujours traitée comme un instrument dans les airs. Après quoi, Agrippine sort. Il y a une petite ritournelle instrumentale qui lui laisse le temps de sortir. Othon se tourne vers Poppée. Poppée lui fait aussi un air da capo pour lui dire avec des reprises, pour lui dire également non, tu ne peux attendre aucune aide de ma part. Puis, de nouveau ritournelle. Othon se tourne vers Néron. Il y a ici deux variantes de l'air da capo, mais enfin, Néron lui répond par un air da capo non plus. Puis les serviteurs, eux, ils n'ont pas droit à des airs. Ils sortent sur les récitatifs. Vous voyez, parte, il part. Palante parte, il part. Lesbo parte. Bon. Et Othon se retrouve tout seul. Récitatif accompagné. Voilà à quoi ressemble le récitatif accompagné. Pour rappel, c'est de ça que je suis en train de parler. Tous les récitatifs jusqu'ici étaient des récitatifs secco, mais le récitatif que vous allez voir maintenant, c'est un récitatif accompagné. Par quoi est-il accompagné? Par les violons et les altos. Même la basse, comme vous le voyez, se met au furioso, fait des notes très rapides pour exprimer le désarroi, le désespoir de Othon à ce moment-là. L'harmonie est extrêmement trouble, et là on comprend le génie de Handel. On utilise l'harmonie, on utilise les effets de cordes, en l'occurrence staccato, furioso, etc., pour illustrer dans le cadre d'un récitatif déjà le désarroi du personnage. Et ensuite, après une cadence tout à fait bizarre, comme vous verrez, c'est une sorte de cadence phrygienne, commence l'air. Et dans l'air s'inclut, un peu par surprise, un hautbois. Un hautbois qui va dialoguer avec la voix d'Othon. Ici, Handel nous montre qu'il est capable de faire un peu de contrepoint. C'est un air relativement long où les voix se superposent progressivement les unes aux autres et où Othon nous prend à partie et nous dit « compatissez à ma douleur ». Vous verrez, c'est très beau. C'est dommage qu'on ne puisse pas l'écouter ensemble, je regrette beaucoup, mais j'aimerais bien être à votre place pour l'écouter après cette vidéo. Bref, vous verrez la relative virtuosité vocale qui est demandée au chanteur, au point que lorsqu'il est superposé au hautbois, on ne peut pratiquement pas différencier les deux. C'est comme si deux voix, comme chez Monteverdi, se superposaient l'une à l'autre et créaient des retards l'une avec l'autre. Le hautbois joue vraiment le rôle d'instrument concertant dans cet air. C'est quelque chose qui arrive assez souvent dans les airs, surtout chez Handel, à la fin du baroque. Harmoniquement, c'est aussi assez audacieux. On est en fa mineur. La partie B, où on commence par « je perds un trône, mais ça, au fond, ça m'est égal », il n'y a plus d'accompagnement. Et on a une cadence en mi bémol majeur. Et puis, quand on dit « mais ma vraie douleur, c'est que je perds Poppée et je perds ma bien-aimée », vous vous retrouvez dans des tonalités franchement très lointaines. Il y a un joli accord de fa bémol majeur ici, alors que je vous rappelle qu'on était en fa mineur au début. Et vous allez vous retrouver dans une sorte de marche d'harmonie assez étrange, très liée, très belle aussi, jusqu'à une cadence en do mineur. Et puis, comme promis, da capo, ce qui permet à Othon de chanter une deuxième fois la première partie en l'ornant éventuellement. Le rôle d'Othon est typiquement un rôle qui peut être tenu par un castrat. Il est habituellement d'usage aujourd'hui de le faire chanter par un contre-ténor, parfois par un haut-contre, voire par une alto, puisque je rappelle qu'il n'y a pas de réalisme dans les rôles de l'opéra. Voilà, je vous recommande donc maintenant d'aller ici, en vous munissant de la partition, allez écouter cet extrait et essayez de retrouver tout ce qu'on a dit en faisant bien la différence entre les récitatifs, les airs, le récitatif accompagné et en appréciant la très belle, ma foi, musique de Handel.